Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et ce matin, nous recevons Fadila Khattabi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre délégué chargé des personnes âgées et des personnes handicapées. Avec vous, nous allons revenir sur la situation des personnes en situation de handicap, sur le succès d'un film, un petit truc en plus qui met à l'écran justement ces personnes. Quels sont les enjeux de cette visibilité médiatique? Et puis le 28 août prochain s'ouvriront les Jeux paralympiques de Paris 2024. Mais tout d'abord une question, il y a aujourd'hui une volonté de la part d'un certain nombre de personnes politiques, de votre ministère bien sûr, de créer une société inclusive. Qu'est-ce que ça signifie ? Une société inclusive, c'est une société qui ne laisse personne sur le bord de la route. C'est une société dans laquelle les personnes en situation de handicap ont toute leur place. Par exemple, ça commence du berceau, c'est-à-dire à la crèche. Des parents qui ont un enfant, un bébé en situation de handicap doivent pouvoir le mettre en crèche. C'est aussi une école inclusive qui accueille tous les enfants de la République. C'est aussi permettre à ces personnes de pouvoir accéder à l'université, à l'emploi, partout, de les rendre visibles là où aujourd'hui parfois elles sont invisibles. Quels sont les freins principaux? Quelles sont les marges de manœuvre dont vous disposez, Fadila Khattabi, pour essayer justement de rendre cette société... Déjà, si on parle d'accessibilité au niveau de l'emploi, de l'école, il faut impérativement que les bâtiments soient accessibles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on met 1 milliard sur l'accessibilité du bâti, mais aussi bien sûr l'accessibilité au niveau des sites internet, du numérique, etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de rendre la société plus accessible. Encore faut-il effectivement une volonté politique très forte, elle est là, mais comme j'aime à le dire, la société inclusive, relève de toutes les personnes, de toute la société. C'est à la société de s'adapter au handicap et pas demander aux personnes handicapées de s'adapter à la société. Bon, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et là, elles ne sont pas liées aux personnes, elles sont liées aux infrastructures. Bon, les transports, c'est par exemple particulièrement compliqué. Le métro à Paris. Oui, le métro, c'est compliqué. C'est un vieux canal historique, un vieux réseau. Même si aujourd'hui, toutes les nouvelles rames sont accessibles. La ligne 14 est accessible à condition que les ascenseurs ne soient pas en panne. C'est la problématique quand même aujourd'hui. Mais par contre, les Jeux paralympiques ont boosté effectivement, la mise en accessibilité, puisqu'aujourd'hui, il faut quand même rassurer les Français, y compris les touristes, puisque Paris, la France, la France va briller de mille feux avec les Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, du coup, effectivement, tout le réseau dit de surface, c'est-à-dire les bus, le tram, etc., sont accessibles aujourd'hui. Également, nous mettons en place 1000 taxis PMR, ce qui n'était pas le cas, qui n'existait pas aujourd'hui. Donc, on avance sur ce sujet. Les gares aujourd'hui qui desserviront tous les sites olympiques et paralympiques sont accessibles. Donc, on avance, mais il reste encore effectivement beaucoup à faire. Le succès d'un film, un petit truc en plus, bien sûr, le film d'Artus, avec près de 3 millions d'entrées. 3,5 millions presque. C'est un véritable succès populaire. Moi, je suis vraiment touchée parce que la femme politique que je suis essaie effectivement de bousculer un petit peu la société sur le sujet du handicap. Et là, un film vient effectivement nous interroger toute la société sur la place des personnes en situation de handicap. Et j'ai pu effectivement échanger avec Artus. Et pour un jeune, finalement réalisateur, je lui ai dit, vous avez filmé avec une telle justesse, une telle sensibilité, mais sans misérabilisme. Et il m'a dit, à juste titre, il m'a dit, vous savez, Madame la Ministre, moi, je me suis adaptée aux personnes en situation de handicap. Par exemple, le jeune Arnaud aime véritablement Dalida. Il n'a pas écrit en disant, je vais trouver quelqu'un qui... Non, il l'aime véritablement. Donc il a dit, pour beaucoup de situations, en fait, je me suis adaptée aux personnes. Bon, mais alors comment faire en sorte que ce film, ce succès de ce film se transforme en véritable
prise en compte des personnes en situation de Je handicap. vois que de toute façon, ce film ne laisse pas indifférents les Français. J'ai pu échanger, certains vont le revoir, même sont allés le voir 2 fois en emmenant d'autres personnes, etc. Donc, je pense qu'il y a une sorte d'électrochoc. Et là, c'est une première parce qu'il y a eu d'autres films, par exemple le film L'Intouchable ou Rain Man, mais c'était des acteurs qui n'étaient pas en situation de handicap qui ont joué. Tandis que là, ce sont véritablement des personnes en situation de handicap, ce qui change un peu la donne. Et je pense que effectivement, ça n'a pas laissé indifférents les Français. Bon, mais alors, à côté de ça, c'est une triste ironie. Il y a eu une tribune, par exemple, pour une réforme de l'intermittence pour les personnes handicapées. Alors, sans entrer dans les détails qui sont des détails techniques, l'idée, c'est qu'il y a donc pour le cinéma, pour les Oui. différents arts vivants, un statut, celui de Particulier, l'intermittence. oui. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est plus compliqué que pour d'autres d'avoir leur quota d'heures qui leur donne accès à ce statut. Qu'est-ce qu'il est prévu pour tenter justement de changer les choses en la matière, Fadila Khattabi, Alors, il y vous a qui êtes ministre délégué chargé des personnes Oui. âgées et des personnes handicapées? Oui, il y a une mission sur l'emploi des personnes en situation de handicap qui a été actée et qui va être lancée là, dans pas longtemps avec Rachida Dati. Effectivement, ce sujet est souvent évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir travaillé 507 heures pour pouvoir avoir le statut d'intermittent. Et les personnes en situation de handicap nous disent, à juste titre bien sûr, qu'elles ont beaucoup de difficultés à atteindre ces 507 heures pour bénéficier de ce statut. Et donc, elles demandent effectivement à ce que ce soit 250 heures au lieu des 507 heures. Donc, tout cela, effectivement, avec un dialogue social avec les partenaires sociaux, va pouvoir être abordé et voir comment, effectivement, à la fois aborder ce sujet de l'intermittence pour les personnes en situation de handicap, mais également, le sujet qui est évoqué également, c'est l'articulation entre l'allocation adulte handicapé et le statut d'intermittent. Bon, il y a quand même un certain nombre de points noirs. Et on peut dire que du point de vue donc d'un grand nombre de critères, la France est mauvais élève de l'inclusion et de l'autonomie en termes d'insertion professionnelle, en termes d'inégalité face à l'accès au logement. C'est particulièrement criant, Madame la Ministre. C'est vrai que c'est difficile, mais malgré tout, on s'est fait taper sur les doigts, pour reprendre un petit peu votre expression, par l'ONU, par le Conseil de l'Europe, etc. Mais ça date, c'était notamment en 2018, etc. Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont bien progressé, qui ont bien évolué. Par exemple, juste un exemple, le chômage des personnes en situation de handicap. Oui, parce que c'est un gros point noir. Un gros point noir, mais quand même, il était de 19% en 2019. 19%. Aujourd'hui, il est de 11,5% en 2023. Donc vous voyez bien que le taux de chômage a baissé et c'est positif. Mais il reste encore supérieur à la moyenne nationale qui est autour de 7,4, 7,5. Donc c'est encore perfectible. Comment vous l'expliquez ? Je pense que déjà, il faut savoir que, et j'en interpelle d'ailleurs souvent, j'interpelle les chefs d'entreprise, en fait, les salariés qui sont en situation de handicap n'osent pas déclarer leur handicap de peur d'être discriminés. Alors qu'en fait, il faudrait le faire pour pouvoir parfois adapter le poste. Donc il y en a qui ne se déclarent pas. Et puis aussi, les chefs d'entreprise me disent, on a la tête dans le guidon, ils sont pas nécessairement en train de penser à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Moi, je dis que les personnes en situation de handicap, voilà, elles ont des talents, des compétences, qui ne demandent qu'à être, j'allais dire, à se concrétiser. Et pour autant, aujourd'hui, on voit bien que la situation économique dans notre pays a évolué positivement. Et partout, quand on est sur le terrain, on cherche des compétences, des ressources humaines. Et j'ai envie de dire aux chefs d'entreprise, écoutez, levez la tête, il y a de beaux talents autour de nous qui ne demandent qu'à s'exprimer. Bon, mais est-ce que par exemple, vous pourriez imaginer une augmentation des pénalités, par exemple pour les Elles existent collectivités? déjà. C'est justement ce que j'allais viser, c'est ces pénalités pour les collectivités qui ne respectent pas leurs obligations légales en matière donc d'accessibilité. Donc là, vous l'avez prévu. Si on généralisait ce système-là, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité donc d'accroître l'emploi des personnes en situation de handicap? Les pénalités, elles existent déjà. L'obligation
de 6% est inscrite dans la loi. Et c'est vrai que certaines entreprises payent des pénalités plutôt que de recruter. Je pense qu'il faut mettre aussi les personnes devant leurs responsabilités. Et parfois, ils hésitent en disant « je vais être en difficulté ». Les chefs d'entreprise ne savent parfois pas appréhender aussi le handicap. Donc il y a tout ça, c'est une question de sensibilisation, puis une question aussi de pédagogie auprès des chefs d'entreprise. Et puis surtout, si on veut améliorer l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, encore faut-il aussi que les lieux de travail soient accessibles, ce qui n'est souvent pas le cas. Bon, ensuite, il y a la question des prestations sociales qui sont allouées au handicap. Et là aussi, on voit que nous ne sommes pas nécessairement bien notés, Madame la Ministre. Alors, aujourd'hui, l'allocation adulte handicapé, elle est aux alentours de 1 000 euros. C'est 1 000 euros, c'est 200 euros de plus par rapport à 2018. Ça, c'est la réalité, 200 euros de plus. Donc, il y a eu une amélioration. On a mis aussi en place l'aide à la parentalité de 900 euros qui n'existait pas jusqu'à présent pour accompagner effectivement les parents qui sont en situation de handicap lors de l'arrivée d'un enfant. Donc, les choses, le droit de vote qui n'était pas non plus respecté. Donc, on va justement on fait en sorte que les droits des personnes en situation de handicap soient respectés dans tous les domaines. Et il nous faut encore faire preuve, j'allais dire, voilà, de persuasion et de pugnacité encore. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux imaginer? Moi, j'essaye d'être la ministre des droits et surtout de dire les choses. C'est-à-dire, à un moment donné, vous savez, parfois, il faut dénoncer. Aujourd'hui, les personnes me disent, Madame, par exemple, sur l'accessibilité, mettez des sanctions financières. La loi a été votée, des sanctions. Je l'entends ou une baisse des dotations, comme on le dit. Ou une baisse des dotations. Alors, plutôt que de mettre, par exemple, des sanctions financières, eh bien, on a mis de l'incitation financière, puisque sur l'accessibilité, on met 1,5 milliard, dont 300 millions pour accompagner tous les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs, les cabinets médicaux. Parce qu'il faut savoir quand même, aujourd'hui, il y a des cabinets médicaux, alors que nous sommes un pays qui vieillit, avec 4 millions de personnes dépendantes d'ici une vingtaine d'années, où on a des cabinets sur le territoire national qui ne sont pas accessible. Eh bien, l'État a préféré mettre effectivement de l'incitation financière plutôt que des sanctions. Alors moi, je dis sanctions, non pour l'instant, mettons de l'incitation financière, faisons faisons de la pédagogie, mais un jour, c'est ce que je dis. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et donc, les sanctions, un jour ou l'autre, vont tomber. Fadila Khattabi, vous êtes ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejointe par Ludivine Munoz. Elle est ancienne nageuse médaillée paralympique. Elle est responsable de l'intégration paralympique au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21, on évoque la situation des personnes handicapées en France dans la culture, le sport, la société, dans la perspective des Jeux paralympiques. Bonjour Ludivine Munoz. Bonjour. Vous êtes ancienne nageuse, médaillée paralympique. Vous êtes responsable de l'intégration paralympique au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et puis nous sommes en compagnie de Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Avant d'évoquer la question des Jeux paralympiques, il y a eu la chronique politique de mon camarade Jean Lémarie. Comment fait-on de la politique avec justement les personnes en situation de handicap, Fadila Khattabi? Est-ce qu'il y a des différences entre ce que les partis proposent? Écoutez, ce qui est important, c'est de vouloir faire en sorte qu'elles soient complètement insérées dans la société. C'est la priorité des priorités. Alors, y a-t-il des différences? Oui. C'est depuis que le président de la République, depuis sa première élection en 2017, il en a fait vraiment une priorité avec des moyens inédits sur la table pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap. Les mots d'amour, c'est bien, les preuves d'amour, c'est bien mieux, sûr, mais il y en a. Est-ce que lorsque vous prenez les programmes des partis politiques, est-ce qu'il y a des partis qui proposent d'autres choses que vous, moins de choses que vous, bref
Je pense très sincèrement que la politique volontariste qui a été menée maintenant depuis plusieurs années est la bonne. Et c'est votre rôle de la défendre. Oui, mais bien sûr. Est-ce que les autres partis proposent autre chose? Il y a eu effectivement ici ou là des propositions qui ont été proposées au cours de ces dernières années, mais on était encore loin au niveau des résultats. La preuve, en 2018, on se faisait encore taper sur les doigts. C'est que ça n'était pas suffisamment porté, suffisamment fort. Est-ce que pour les Européennes, il y a par exemple des propositions pour les personnes en situation de handicap? Oui, une meilleure insertion par exemple professionnelle. Bon, Il y a eu déjà là des avancées sur l'Europe, par exemple. Il y a eu la carte handicap. Aujourd'hui, ça a été acté au niveau européen. Une personne en situation de handicap, par exemple, qui serait amenée à voyager en Allemagne ou en République tchèque, enfin au sein de l'Union européenne, bénéficierait des mêmes droits que les citoyens du pays. Donc ça permettrait, par exemple, d'avoir certains privilèges dans les musées, l'accès aux musées, d'avoir, par exemple, aussi pour pouvoir se garer, etc., etc. Inversement, les personnes étrangères de l'Union européenne qui viendraient en France pourraient bénéficier des mêmes droits que les personnes en situation de handicap françaises. Et dans les programmes que proposent les autres partis politiques aux européennes, Fadila Khattabi, est-ce que vous avez noté des choses particulières? Non, je n'ai pas relevé quelque chose de particulier, ce qui démontre bien que, j'allais dire, sur le handicap, on n'est pas suffisamment offensif en la matière. Qu'est-ce que vous en pensez, Ludivine Munoz, vous qui êtes ancienne nageuse médaillée paralympique? Les partis politiques, comment se situent-ils par rapport aux personnes en situation de handicap? C'est intéressant de voir justement l'arrivée de la carte inclusion sur le territoire européen. Et nous, on le voit pour les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques, c'est important d'avoir une carte unique qui permette à toutes les personnes en situation de handicap, quel qu'elle soit le voyage. Parce que c'est important d'être inclus au sens également du tourisme, également du voyage, d'avoir les mêmes droits, les mêmes facilités d'accès. C'est vraiment une belle avancée. Et si il y a d'autres propositions, lesquelles ont retenu votre attention, Ludivine Munoz? En tout cas, c'est de pouvoir parler. Nous, moi, forcément, j'ai envie de vous dire, j'ai toujours envie de faire un focus sur l'accès aussi à tout ce qui va être spectacle et notamment Jeux olympiques ou compétitions. Et c'est pour ça que Paris 2024, on est rentré dans la révision de la norme ISO 20121, qui est une norme de qualité, de management de la qualité internationale sur la partie événementielle. Et on a inclus un nouveaux éléments sur la partie accessibilité universelle qui était dépourvue jusqu'à présent. C'était une ligne avec le développement durable. Et nous, on vient de terminer la révision de la norme et c'est acté. Ça veut dire quoi pratiquement cette norme? Ça veut dire que une personne en situation de handicap, quelle que soit donc cette situation de handicap, pourra accéder aux Jeux paralympiques? Ça veut dire que quand on manage le projet, quand on pilote le projet d'organisation de l'événement, on intègre dès le départ l'accessibilité universelle. C'est prendre en compte le besoin de la personne dans l'organisation même de l'événement à la base. Et pas simplement, souvent on parle de rampe et d'ascenseur, mais il faut aussi penser à accessibilité numérique, également à l'accueil et puis à la formation des volontaires et du staff sur la partie vraiment inclusion et puis accueil des personnes en situation de handicap. Oui, d'ailleurs, j'ai dit les Jeux paralympiques, mais pas seulement eux, évidemment. Oui, tous les événements, c'est bien le but de la norme. C'est pas que les Jeux paralympiques, c'est bien l'intégralité des événements sportifs. Et un exemple très concret, ce qu'on a réussi à mettre en place pour les Jeux, c'est que dès l'ouverture de la billetterie, autant olympique que paralympique, le site internet proposait dès l'origine les places pour les personnes en fauteuil roulant et les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants. Mais justement parce que j'ai noté qu'il y avait un véritable intérêt du public, notamment pour les livres écrits par des personnes en situation de handicap qui sont également sportifs ou sportives de haut niveau. C'est votre cas d'ailleurs, Ludivine Munoz, puisque je le rappelle, vous êtes une ancienne nageuse médaillée paralympique. Mais alors qu'il est déjà difficile de se mouvoir, puisqu'on parlait des problèmes d'accessibilité dans le métro parisien qui sont absolument importants et certaines lignes sont inaccessibles aux personnes en situation de handicap. Est-ce que le fait justement de mettre l'accent sur les Jeux paralympiques, ça n'est pas en quelque sorte rajouter une difficulté supplémentaire, alors que le simple fait de se déplacer pour des personnes en situation de handicap est parfois déjà trop compliqué?
Au contraire, moi j'ai envie de vous dire, on en a parlé, Madame Fadila Khattabi l'a dit à l'instant, on parle rarement des talents des personnes en situation de handicap. Et les Jeux paralympiques est l'événement le plus transformateur d'une société sur le sujet du handicap. Comment on est capable de montrer qu'avec nos différences, quelles qu'elles soient, on est capable d'avoir des talents. Artus le montre dans son film, des talents de comédiens. Les Jeux paralympiques vont le démontrer, des talents de sportifs. Donc c'est important qu'on change le comportement et le regard que la société porte aujourd'hui sur le handicap. Et c'est en ça que vraiment les Jeux paralympiques seront vraiment l'événement le plus transformateur de notre société sur le sujet du handicap. Alors les Jeux paralympiques ont de plus en plus de succès. Pour cette édition donc de 2024, qu'est-ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce qui va être fait, Ludivine Munoz? Alors sur le sujet vraiment de l'accompagnement du handicap, on est parti de chez soi pour arriver au stade et revenir chez soi. Donc la billetterie, je vous en ai parlé, elle a ouvert dès l'origine avec des places dédiées. Pour les personnes en fauteuil roulant, c'était par exemple le tarif le moins cher disponible dans le stade. Arriver donc sur le stade grâce à les navettes d'Île-de-France Mobilité ou à des zones de pause très importantes, on peut se faire déposer dans la zone rouge à 50 à 300 mètres à peu près de la porte d'entrée. Et puis une fois que vous êtes sur place, on va vous accueillir. Il y aura forcément des services dédiés aux personnes en situation de handicap, que ce soit près de fauteuil roulant, accompagnement jusqu'à la place, boucle d'induction magnétique ou encore dans les stades, un service de description avec pas loin de 460 heures de description sur 6 disciplines olympiques et 9 disciplines paralympiques. Donc pas mal de services qu'il faut encore plus faire connaître. Je pense qu'aujourd'hui c'est ça le message, c'est qu'on a encore beaucoup de billets de personnes en situation de handicap disponibles. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oui, on a 280 000 billets à vendre et aujourd'hui il nous en reste encore 2/3, donc j'ai envie de faire un appel à tout le monde. On vous attend, plein de mesures sont prises en compte, venez voir les athlètes olympiques comme paralympiques. Bon, l'appel est lancé. Une réaction, Fadila Khattabi? Oui, j'allais dire depuis des mois et je salue tout le travail qui a été fait pour faire en sorte que ces Jeux soient une réussite, Jeux olympiques et paralympiques bien sûr. Et moi je pense que le sport et la culture sont de véritables leviers pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Ça, c'est une réalité. Et je profite aussi de ces Jeux pour dire, et notamment sur le paralympisme, pour dire aux personnes en situation de handicap, venez, faites du sport. On veut faire aussi, grâce à ces Jeux, une nation sportive. Et je sais que les personnes en situation de handicap, et Ludivine ne dira pas le contraire, beaucoup de personnes se mettent des freins en disant le sport, ça n'est pas pour moi. Or, on sait tous les bienfaits du sport sur le plan physique, sur le plan psychologique, mais aussi ça permet de lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Comment êtes-vous venue au sport, Ludivine Munoz? Alors moi j'ai une histoire qui me désole encore aujourd'hui, qui existe encore trop souvent, qui est d'arriver en 6e et de dire, le prof de PS me dit mais finalement il faut arrêter le sport à l'école parce qu'il y a trop de courses à pied et trop d'échauffement, c'est trop compliqué pour toi. Et heureusement j'ai rencontré sur ma route une fédération dédiée grâce à mon prothésiste, la Fédération Française Handisport. Alors on a aussi la Fédération Française de Sport Adapté ou maintenant plein d'autres fédérations qui intègrent le sport paralympique, qui m'a proposé une journée porte ouverte. Alors j'avoue j'ai des qualités de nageuse assez extraordinaires, je flotte très très bien. Et c'est parti de là. Et j'ai rencontré les athlètes au retour des Jeux de 92 et ils m'ont donné envie de vivre autre chose que simplement finalement cette adolescence où j'avais pas mal de difficultés pour moi-même accepter mon handicap et me dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec finalement tous les freins qui s'offrent à moi dès aujourd'hui. Et ça a transformé ma vision de la vie, je dirais même plus. Tony le dit souvent, Anthony Estanguet dit le sport change les vies. Moi il a construit la personne que je suis aujourd'hui et j'en ai fait une parenthèse de mon métier pendant 4 ans. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Alors le dépassement de soi, déjà, le fait qu'on pouvait se challenger à chaque moment de sa vie et que malgré, parce qu'on forcément, on va se le dire, on n'est pas à l'abri en situation de handicap, des problématiques de vieillissement, des problématiques de maladie ou d'accidentologie, en plus du handicap déjà présent, que finalement avec beaucoup d'outils, avec du sport, avec une condition physique correcte, on peut faire énormément de choses et on est capable de s'adapter au quotidien à tout ce qu'on est capable de faire. Et alors donc vous avez choisi la natation par hasard ? Non, j'aimais déjà l'eau. Forcément, j'étais déjà une très bonne... On va dire, j'avais beaucoup de facilité dans l'eau déjà. Mais justement, le fait qu'il y ait des entraîneurs spécialisés, le fait qu'il y ait un encadrement, comment ça s'est déroulé pour vous ? Alors, on a la possibilité, ce qui est super, c'est que grâce à une fédération spécialisée, des entraîneurs spécialisés, on apprend des techniques particulières liées au handicap. Et puis, on se rend compte aussi, moi j'ai été après, dans mon sport de très haut niveau, dans une association de clubs sans handicap, j'ai pu mixer les deux.
Ça, c'était important. De pouvoir aussi me confronter à des personnes qui n'ont pas de handicap pour le quotidien, pour aller encore plus vite, plus de créneaux et encore plus loin. Et puis, à des moments donnés, être dans une fédération spécialisée parce que j'avais besoin de petits gestes techniques que peut-être un entraîneur qui connaît moins l'aurait pas eu tout de suite. Et c'est pour ça que le CPSF, Comité paralympique et sportif français, a lancé les clubs inclusifs pour former tous les clubs à devenir accueillants. Et alors, vous avez eu la sensation d'être bien encadré ? Oui, très bien encadré. Sur le parcours, j'ai vraiment accompagné les années après les années. J'ai pu augmenter ma quantité d'entraînement, augmenter bien sûr l'accompagnement. On parle de nutrition, on va parler de kiné. C'est quoi une quantité d'entraînement ? Vous entraîniez combien de temps, combien de fois par semaine, Ludivine Munoz ? Alors, je m'entraînais 11 fois par semaine. Et à les périodes de 11 fois, oui. J'avais quand même le mercredi après-midi de repos et le dimanche. Et puis, je m'entraînais également, pour vous donner une idée de quantité, je faisais 33 km par semaine dans l'eau, que je ne ferais pas en marchant, même encore aujourd'hui, pour m'entraîner. Là, je vous parle des grosses périodes de charge, un peu comme l'hiver, quand on prépare des compétitions. Et alors, à contrario, les freins que vous avez eus en tant qu'athlète ? Alors les freins qui existent quand même un peu moins aujourd'hui, ce sont plutôt liés à moins de médiatisation, qui veut dire moins de sponsors, et puis dans une période où l'intégration dans un cursus scolaire adapté existait moins. Voilà, moi j'ai fait un bac+5, un master 2 management d'entreprise et droit des affaires, en parallèle du haut niveau, sans aucun aménagement, mais c'était une autre histoire, une autre génération, et aujourd'hui, et on peut saluer par exemple le diplôme EPTA qui est mis en place à partir de septembre 2024, où justement les athlètes de haut niveau peuvent choisir à la carte leur formation, les contenus et la durée dans lequel ils souhaitent s'inscrire, que ce soit olympique ou paralympique. Et ça, c'est une vraie avancée également. On parle d'argent ? On parle moins d'argent quand en 2004 on fait des Jeux paralympiques. Les choses étaient complètement différentes. Aujourd'hui, c'est même prime à la médaille pour les athlètes olympiques et paralympiques depuis 2008, à noter. Parce que j'ai entendu encore des polémiques récemment sur les médailles, les différences. Vous souriez parce que vous voyez de quelle polémique je veux parler. Non, mais c'est forcément, tous les athlètes n'ont pas la notoriété. Aujourd'hui, on a des athlètes qui commencent à être connus. On parle d'Alexis Anquincan, on va parler de Nélia Barbosa, mais toute l'équipe de France n'est encore pas assez connue. Et c'est pour ça qu'on invite vraiment les Français à venir soutenir les Jeux paralympiques. On n'oublie pas quand même que les billets sont dès 15 €. Ça, c'est important. Ils sont déjà tous disponibles sur toutes les disciplines. Mais voilà, comme ils sont encore moins connus, ils n'ont tous pas accès à des partenaires qui leur permettent de se développer. Et vous, l'argent dont vous bénéficiez, parce que lorsqu'on s'entraîne 11 fois par semaine, ça veut dire qu'on n'a pas de temps pour faire autre chose que son entraînement sportif, ce qui est normal d'ailleurs quand on est un sportif de haut niveau. Ludivine Munoz, de quel argent disposiez-vous ? Vous aviez des sponsors ? Comment ça se passait ? Moi, j'ai fait le choix, c'était vraiment, je vous dis, une autre génération. Moi, j'avais pas de sponsor, j'étais équipée, c'est déjà énorme. Moi, j'ai l'impression de jamais avoir dû investir d'argent. Tout était pris en charge et accompagné par soit le département, la collectivité, la région. Donc, j'ai pas eu de difficulté pour m'entraîner. Moi, j'étais étudiante, donc forcément, j'avais encore mes parents. Et puis derrière, je me suis lancée dans la vie active à la fin de ma carrière. Bon, mais tous les parents ne peuvent pas nécessairement aider leurs enfants qui souhaitent se lancer dans une carrière de sportif. Comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des bourses, des fédérations qui prévoient différents dispositifs pour permettre justement à des sportifs paralympiques de s'entraider ? Il y a l'accompagnement des fédérations, effectivement. Puis après, aujourd'hui, on voit de nombreuses teams d'entreprises. Alors moi, je vais penser forcément à la team EDF, à la team Alliance, toutes les teams aujourd'hui qui intègrent des athlètes paralympiques autant qu'olympiques. C'est un énorme progrès aujourd'hui de voir qu'on a des teams qui sont autant olympiques, paralympiques, parce qu'on a une équipe de France unie. Et ça, c'est vraiment une avancée dans le cadre de l'organisation des Jeux de 2024. Donc c'est vraiment important de continuer pour justement ils puissent avoir aussi, en plus des partenaires nationaux et fédéraux, des partenaires privés. Ça veut dire que c'est les fédérations, ça n'est pas l'État qui aide. Alors je ne connais pas assez le dispositif aujourd'hui pour me permettre d'avoir un avis sur l'État, les fédérations qui aident. Et il y a effectivement également des Madame la ministre. Il y a également un accompagnement effectivement et entre les mains d'ailleurs de la ministre des Sports très impliquée sur ces Jeux olympiques et paralympiques pour accompagner effectivement l'équipe de France. En termes d'organisation cette fois-ci de ces épreuves qu'on va pouvoir voir pour les Jeux paralympiques, si vous pouviez nous en dire quelques mots, Ludivine Munoz, qu'est-ce qu'on va voir, comment ça va s'organiser ces Jeux donc, qui débuteront le 28 août prochain? Exactement, début le 28 août avec la cérémonie d'ouverture, 11 jours de compétition, 22 sports paralympiques avec des sports évidents et équivalents aux Jeux olympiques comme basket fauteuil, tennis fauteuil, rugby fauteuil, des équivalences aussi côté sport individuel avec para-athlétisme, para-natation et puis quelques sports peu connus du grand public et spécifiques aux Jeux paralympiques comme la boccia
et le goalball, qui n'ont pas d'équivalence olympique et qui sont des sports vraiment dédiés aux personnes avec un handicap plus important côté boccia. Alors là, il va falloir justement que vous nous disiez en quoi ça consiste. Donc la boccia, c'est un mélange entre la pétanque et l'échec. La pétanque parce que ce sont des balles qu'on appelle le jack et des balles bleues et des balles rouges qui sont en cuir et qui permettent une meilleure préhension par les mains. Et puis forcément, la stratégie des échecs parce que non seulement vous pouvez ajouter les balles les unes sur les autres. Et puis surtout, il faut essayer de pousser les balles de vos adversaires pour placer la prochaine, voire celle encore d'après. Je vous promets, c'est un sport très addictif et passionnant. Et l'autre sport que vous évoquez? Et le goalball, donc là c'est à peu près l'équivalent du handball, c'est pour les personnes qui ont un handicap visuel. Et là l'objectif étant bien sûr de marquer dans le but adverse avec dans le ballon des grelots qui permettent de uniquement s'orienter au bruit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un sport silence. C'est exactement comme au tennis. Pendant le jeu, les spectateurs doivent rester silencieux et après, on a le droit d'exploser quand on marque. Quels sont les enjeux de ces Jeux paralympiques pour l'équipe de France ? Faire mieux qu'à Tokyo, en tout cas répondre aux ambitions qu'on souhaitait. On est chez nous, donc forcément, on a une équipe qui est plus importante, plus de sélectionnés dans l'équipe de France, puisqu'ils étaient 137 à Tokyo, et là, ils vont être entre 240 à 260. Là, je paraphrase les propos de Madame la Présidente du CPSF, Marie-Amélie Le Fur, et forcément, avec une plus grosse équipe, plus de chances de médailles, on a une très très forte équipe. On est fort en quoi ? En paracyclisme, et justement, pour Tokyo, on a dû laisser potentiellement des athlètes médaillés, parce que quand on a un nombre maximum d'athlètes à qualifier par équipe, là il est plus important, donc plus de médailles. Forcément, moi, je peux vous parler que de paranatation aussi, pas oublier, un sport où on a très grands champions à venir. Et puis également, faut aller voir le Stade de France avec parathlétisme parce que le saut en longueur est juste extraordinaire. Et puis on a des belles équipes, on n'oublie pas que rugby fauteuil, ils sont champions d'Europe en titre, donc ça peut laisser de belles choses. Et puis en cécifoot, là ils sont en pleine compétition internationale en ce moment même, et le tirage au sort qui a eu lieu hier, samedi soir est exactement le même tirage au sort que Londres, et à Londres ils ont fini 2e. Voilà, je dis ça, je dis rien. Fadila Khattabi, qu'est-ce que vous attendez de ces Jeux, vous qui êtes ministre délégué chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ? J'ai envie de dire déjà, venez soutenir l'équipe de France qui est unie, l'équipe de France olympique et paralympique. Aussi, venez acheter des billets, il nous reste encore des billets paralympiques, extrêmement important de venir soutenir nos para-athlètes, nos parasportifs, et puis de dire, je compte sur ces Jeux, tout comme Ludivine, pour faire en sorte de changer le regard que la société porte sur le handicap, mais surtout, grâce à cela, changer la vie des personnes en situation de handicap pour qu'elles aient une place à part entière dans notre société. On parlait de transformation, Ludivine Munoz. Est-ce que vous avez vu, par exemple, de plus en plus de personnes en situation de handicap aller à la piscine ? Oui, moi je trouve qu'on c'est ça qui est alors encore plus sur les sports qui sont plus faciles d'accès. La natation, c'est le cas. C'est vraiment un sport qui est ouvert à tout le monde, quel que soit le handicap. On peut aller dans l'eau et puis on nage à sa vitesse, ça c'est important. Et on fait les disciplines qui nous conviennent, comme par exemple le dos. En nage libre, aux Jeux paralympiques, on peut faire du dos. Petite parenthèse, mais c'est important pour des personnes qui ne peuvent pas faire du crawl. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir accompagner le sport dans sa pratique. On l'a dit, les clubs inclusifs sont là pour ça. Et puis surtout, moi j'ai envie de vous dire, l'inclusion, c'est aussi une affaire de comportement. Et c'est important. Et moi, je vois vraiment le comportement des gens autour de moi évoluer. Il y a 20 ans, on ne me proposait pas, là aujourd'hui, quand j'achète quelque chose, des fois, le marchand me propose de m'ouvrir le paquet. J'ai qu'une main. Et c'est pas toujours simple, avec une main, d'arriver à ouvrir si je veux tout de suite lire mon magazine. Et des fois, on me propose de le faire à ma place. Et j'accepte avec grand plaisir. Donc, il faut qu'on continue comme ça pour changer le comportement. Parce que, effectivement, on peut parler toute l'année du métro. Moi, je suis une femme épanouie dans Paris avec mes enfants et mon mari. Et je vais être transparente, j'utilise pas le métro, j'adore le bus, j'adore le tramway, et puis j'adore aussi tout ce qui va être PAM, qui est un service sur l'Île-de-France qui me permet de venir à peu près partout. Et puis également, on peut vivre correctement tout en étant inclus si demain les comportements évoluent, si les gens sont beaucoup plus ouverts, accueillants, et par exemple, moi je parle des friles prioritaires. C'est important de ne pas passer son temps à dire « Excusez-moi, je suis désolée, j'ai une prothèse à la jambe, je ne peux pas rester debout, est-ce que je peux passer devant ?» Au contraire, il faut qu'on puisse justement accompagner la transformation du comportement des gens grâce aux Jeux paralympiques. Oui, Madame la ministre. Oui, tout à fait. Je
je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit. Il faut faire preuve aussi de civilité et de bienveillance. Par exemple, ne pas occuper la place quand il s'agit d'une place pour personnes en situation de handicap, ne pas prendre d'assaut les caisses prioritaires. Très souvent, malheureusement, on manque aussi de civilité. Et ça, il faut aussi, bien sûr, le dire et le dénoncer. Et alors, justement, Ludivine Munoz, quand on quitte le stade, est-ce que vous avez vu les mentalités, les pratiques, les manières d'être évoluer ? Oui, je pense que la société progresse de jour en jour. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, je fais de la natation, donc forcément, je suis visible, mon handicap est visible. Et aujourd'hui, j'ai plus de difficulté à poser ma prothèse au bord de l'eau et à aller nager. Les gens ne me font plus de remarques. Je fais partie, et grâce, on va dire, à la visibilité des athlètes aussi, où aujourd'hui, on prend la prothèse comme un outil d'esthétisme assez sympathique. Et aujourd'hui, on l'a vu, par exemple, Laurent Chardard a porté la flamme olympique. C'est un nageur qui va s'inscrire dans le cadre des Jeux. Avec la visibilité de sa prothèse, il avait relevé sa tenue dans le cadre de la flamme. Et c'est important, grâce à ça, de changer le regard et qu'on ne me pose plus de questions dans mon quotidien. À quoi sert cette prothèse et comment tu marches ? Oui, donc, ça a été très positif à cet égard. Oui, tout à fait, très positif justement sur la visibilité qu'on peut avoir sur le handicap. Y compris donc pour les personnes en situation de handicap qui ne veulent pas devenir sportifs ou sportifs de haut niveau. Oui, le sport loisir, c'est très très important. Au contraire, même tout type de pratique. Il existe plus de 50 disciplines sportives pour des personnes en situation de handicap dans le cadre pas forcément de la compétition. On peut parler de tout ce qui va être joëlette, marche pédestre, c'est très important. Et puis ça permet, Madame la ministre nous l'a dit, c'est aussi de s'inclure dans un collectif et d'avoir une place. Un mot de conclusion, Madame la Ministre. Mon mot de conclusion, venez soutenir la belle équipe de France. Et Ludivine Munoz, donc on peut le rappeler, il y a encore beaucoup de billets disponibles. Oui, effectivement, il y a encore beaucoup de billets disponibles. Donc j'ai juste, moi, envie de passer le message fort qui dit « Il ne nous manque rien, sauf vous ». Voilà, donc on a un programme qui va débuter le 28 août prochain avec ces Jeux paralympiques de Paris. 8 septembre. Jusqu'au 8 septembre, merci. Madame la ministre, je rappelle que vous êtes ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Ludivine Munoz, ancienne nageuse médaillée paralympique et responsable de l'intégration paralympique au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.